La fille de la gouvernante glissa un mot de seulement 5 mots au milliardaire. Puis il comprit qu'elle venait de lui sauver la vie. Par une soirée ordinaire au cœur de Paris, le magnate Étienne Laurent se préparait pour son gala annuel de la Fondation Laurent, une nuit censée célébrer la générosité et le succès. Mais à seulement quelques heures de monter sur scène, un événement survint qui allait ébranler son monde jusque dans ses fondations. Une fillette de 10 ans, la fille de sa gouvernante, lui glissa un billet plié. Sa petite main tremblait, ses yeux bleus reflétaient la peur. À l'intérieur, tracés d'une écriture maladroite, se lisaient 5 mots qui changeaient tout. Ne paniquez pas, c'est un piège. Quel piège? Qui en était l'auteur? Et pourquoi une enfant effrayée semblait-elle être la seule à connaître la vérité? Voici l'histoire de la façon dont la fille d'une gouvernante sauva la vie d'un milliardaire avec rien de plus qu'un simple billet plié. Le léger bourdonnement de la climatisation était le seul son qui brisait le silence du vaste bureau haussmannien. De sa fenêtre donnant sur la Seine, Étienne Laurent contemplait les lumières de Paris, qui scintillaient comme une galaxie d'ambition et de lutte. Il avait bâti un empire à partir de rien, mais une note glaciale reposait maintenant dans sa main, rappel brutal que l'ombre pouvait s'étendre jusqu'aux plus hautes tours. Étienne Laurent était un homme de rituel. Chaque soir, à 18 heures précises, il s'asseyait dans son fauteuil de cuir, face à la tour Eiffel illuminée, et dégustait une coupe de champagne bien frais. C'était un moment de réflexion tranquille, un rite qu'il s'imposait pour marquer la fin d'une journée de combat remportée dans les salles de conseil. Il était le petit-fils du général Henri Laurent, figure inscrite dans les annales de l'histoire militaire française, héros de la résistance durant l'occupation. Étienne avait hérité de l'esprit vif et de la détermination farouche de son grand-père, mais non de son goût pour le champ de bataille. Ses guerres à lui se livraient avec des chiffres et des contrats. Ses victoires se mesuraient en points boursiers et en parts de marché. Ce soir pourtant, le réconfort familier de sa routine venait d'être brisé. Sa gouvernante, une femme discrète nommée Suzanne, venait de finir ses tâches pour la journée. Alors qu'elle quittait l'appartement, sa fille de 10 ans, une frêle silhouette aux yeux bleus agrandie par la peur et à la chevelure blonde, s'était précipitée dans la pièce. Avant même qu'Étienne n'ait pu dire un mot, elle avait glissé un papier plié dans sa main. Ses doigts, glacés, tremblaient. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, elle avait disparu, laissant Étienne seul avec le message cryptique. Il déplia le billet. Les mots tracés d'une main d'enfant maladroite le frappèrent en plein cœur. « Ne paniquez pas, c'est un piège. » Étienne resta figé, son cœur battant la chamade. Un piège? Quel piège? Il était homme d'affaires, pas espion. Sa vie était un paysage prévisible de réunions, de négociations et de soirées de bienfaisance. Il avait des rivaux, certes, des hommes qui se réjouiraient de le voir échouer, mais un piège? Ce mot lui semblait étranger, vestige du monde de son grand-père, fait d'espionnage et d'opérations secrètes, pas du sien. Il pensa à la petite fille, Émilie. Elle était timide, toujours accrochée à sa mère, le regard baissé. Il avait toujours été gentil avec elle, lui offrant un sourire chaleureux ou un petit chocolat. Pourquoi aurait-elle écrit cela? Comment pouvait-elle savoir ce que sa propre équipe de sécurité, pourtant triée sur le volet, n'avait pas vu? Une pensée glaciale lui traversa soudain l'esprit. Le gala annuel de la Fondation Laurent avait lieu ce soir. C'était le joyau de ses actions philanthropiques. Une soirée éblouissante réunissant l'élite parisienne. Il devait prononcer le discours d'ouverture dans moins de 2 heures. Le gala se tenait dans une aile rénovée du musée du Louvre, un projet qu'il avait personnellement financé. C'était un événement public, une célébration de sa générosité. C'était aussi l'endroit parfait pour un piège. Il s'avança vers son bureau.
et pressa un bouton dissimulé. Un panneau s'ouvrit, révélant une console de sécurité ultramoderne. Il passa en revue les protocoles mis en place pour le gala. Tout semblait en ordre. Son chef de la sécurité, un ancien officier du GIGN nommé David Chenot, l'avait assuré que le lieu était parfaitement sûr. Mais le billet de la fillette avait planté une graine de doute, une petite graine vénéneuse qui grandissait déjà en un buisson de peur. Étienne faisait confiance à David. L'homme était un professionnel accompli, méticuleux et rigoureux. Mais David percevait le monde en termes de menaces et de contre-mesures, de garde du corps et de détecteurs de métaux. Il était formé pour repérer les dangers évidents, les attaques frontales. Un avertissement venu d'une enfant, en revanche, évoquait quelque chose de plus insidieux, quelque chose qu'aucune fouille ne pouvait détecter. Cela suggérait une trahison venue de l'intérieur. Le général Henri Laurent lui répétait toujours « L'ennemi le plus dangereux est celui que tu ne vois jamais venir ». Les mots du vieux général résonnaient dans son esprit comme une prémonition fantomatique. Il avait passé sa vie à bâtir des murailles pour protéger sa fortune. Mais si la menace se trouvait déjà à l'intérieur? Il regarda de nouveau le billet. Ne paniquez pas. L'écriture enfantine contrastait violemment avec la gravité du message. La fillette avait voulu le rassurer, lui donner une chance de se battre. Il devait honorer son courage. Il devait rester calme. Il décrocha le téléphone et composa un numéro secret, absent de tout registre officiel. C'était un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années, vestige d'un passé qu'il avait tenté de laisser derrière lui. Une voix rude répondit à la deuxième sonnerie. « Cela faisait longtemps, mon vieil ami », dit Étienne, d'une voix ferme, malgré le tremblement de sa main. « J'ai besoin de ton aide. » Il ne savait plus à qui se fier, mais il savait qu'il ne pouvait pas entrer seul dans ce gala. Il avait besoin d'yeux et d'oreilles qui n'appartenaient pas à sa propre équipe de sécurité. Quelqu'un capable de voir ce que ces hommes ne verraient pas. Quelqu'un qui connaissait l'art de la guerre invisible, celle que son grand-père avait menée avec tant de bravoure. En parlant, il ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image du visage de la fillette, ses yeux écarquillés par la terreur, sa main tremblante. Elle avait tout risqué pour le prévenir. À lui désormais de comprendre pourquoi. Les lumières de la ville au dehors semblaient se moquer de lui, leur éclat contrastant cruellement avec l'obscurité qui s'abattait. Il avait, d'une certaine manière, construit cette ville. Il avait investi sa fortune dans ses fondations, ses hôpitaux, ses écoles. Il avait tant donné de lui-même à son peuple. Et maintenant, quelqu'un, ici même à Paris, voulait le voir mort. Il pensa à sa propre famille. Son frère cadet, Robert, était une source constante de déception. Un homme qui avait gaspillé toutes les opportunités qu'Étienne lui avait offertes. Robert était joueur, buveur, rongé par la jalousie du succès de son aîné. Était-il derrière tout cela? Le plan semblait trop élaboré pour l'autodestruction habituelle de Robert. Puis il songea à sa sœur, Éléonore. Elle représentait un autre genre de problème. Mariée à un homme aussi ambitieux qu'Étienne, mais dépourvu de scrupules, elle vivait dans l'ombre de ce mari qu'il avait toujours soupçonné de le considérer comme un obstacle, un rival à l'héritage familial. Mais comploter un meurtre, cela paraissait impensable. Et pourtant, le billet dans sa main était une preuve froide et tangible. Quelqu'un avait tendu un piège. Et une fillette de 10 ans était la seule raison pour laquelle il n'y entrait pas aveuglément. Il raccrocha et se leva, sa résolution s'endurcissant. Il irait au gala. Il pénétrerait dans la gueule du loup, mais il ne serait pas la proie. Il serait le chasseur. Et il découvrirait qui cherchait à le tuer et pourquoi. Son grand-père lui avait appris que la meilleure défense, c'était l'attaque. Ce soir, Étienne Laurent passait à l'offensive,
et il commencerait par la seule personne qui semblait être de son côté, la fille de la gouvernante. Il devait la retrouver, lui parler, comprendre ce qu'elle savait. Il appela son chef de la sécurité. « David, dit-il d'une voix calme et autoritaire, trouvez Suzanne, ma gouvernante. Je dois lui parler, ainsi qu'à sa fille, immédiatement. C'est une affaire de la plus haute urgence. » Il n'expliqua pas pourquoi. Il ne le pouvait pas encore. Il avait besoin de réponses, et il sentait que la clé de sa survie se trouvait dans l'esprit d'une petite fille, aux cheveux blonds et aux yeux bleus terrifiés. L'horloge sur son bureau égrenait les secondes avec une sinistre régularité. Chaque tic-tac marquant le compte à rebours d'un destin qu'il était désormais résolu à réécrire. Il lissa le billet de l'enfant et le glissa dans sa poche, comme un talisman contre les ténèbres qui l'encerclaient. Il était Étienne Laurent, petit-fils d'un héros, et il ne tomberait pas sans combattre. David Chenot était un homme qui montrait rarement sa surprise. Son visage, masque de calme professionnel, avait été forgé par des années à affronter des menaces visibles et invisibles. Mais l'appel d'Étienne avait fissuré cette façade. La demande de retrouver la gouvernante et sa fille, formulée avec une telle urgence silencieuse, était une déviation du programme méticuleusement planifié de la soirée. C'était une anomalie. Et dans l'univers de David, une anomalie était toujours synonyme de danger. Il ne posa aucune question, il agit. Il dépêcha 2 de ses meilleurs hommes, agents en civil, capables de se fondre dans le tissu de la capitale. Leur mission était simple, localiser Suzanne et Émilie et le faire discrètement. Pas de sirène, pas d'alarme, rien qui puisse alerter qui que ce soit. Pendant ce temps, Étienne arpentait son bureau, l'immense espace de verre et d'acier lui donnant soudain l'impression d'être une cage. Il repassait en boucle l'instant où Émilie lui avait glissé le billet. La peur dans ses yeux était authentique. Ce n'était pas le drame fabriqué d'un jeu d'enfant. C'était la terreur brute, nue, de quelqu'un qui avait vu ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Son esprit s'emballait, parcourant toutes les possibilités. Qui pouvait avoir accès à sa vie, à son domicile, à son emploi du temps au point de tendre un piège aussi intime? Le cercle de confiance qu'il avait construit autour de lui était restreint, fortifié par des couches de sécurité et de serments de loyauté. Pourtant, le billet laissait entendre une brèche, un serpent tapi dans son jardin doré. Sa ligne privée se mit à vibrer, le faisant sursauter. Il attrapa le téléphone. « Oui, je suis là », dit la voix rude, entendue plus tôt. « Entrée de service, niveau sous-sol. »« J'arrive », répondit Étienne, un soulagement le traversant comme une vague. Il emprunta l'ascenseur privé, capsule d'acier silencieuse qui descendit jusque dans les entrailles de l'immeuble. L'homme qui l'attendait était l'antithèse du monde lisse et brillant d'Étienne. De taille et de corpulence moyenne, doté d'un visage aussitôt oubliable, le genre qu'on ne remarque jamais dans une foule. Il s'appelait Jacques, et il avait été jadis l'agent le plus sûr du général Henri Laurent, une ombre mouvante qui se glissait dans le monde sans laisser de traces. Après la mort du général, Jacques avait disparu, retournant se fondre dans les ténèbres d'où il était venu. « Jacques », dit Étienne en lui tendant la main. La poigne de Jacques était ferme, ses yeux vifs et évaluateurs, ne laissant rien échapper. « Tu ressembles à ton grand-père quand il était inquiet, » dit-il d'une voix grave. « Quelle est la situation ?» Alors qu'ils remontèrent vers le bureau, Étienne expliqua tout. Le billet, le gala, le soupçon obsédant que quelqu'un de proche orchestra sa mort. Jacques écouta sans interrompre, son expression illisible. Lorsqu'Étienne eut terminé, Jacques s'approcha de la fenêtre, balayant du regard le panorama de Paris. Un avertissement d'enfant, le plus vieux stratagème qui soit. Personne ne soupçonne l'enfant. Ils sont invisibles, leurs paroles rejetées comme des fantaisies,
Il se retourna. Ce piège n'a rien de brutal. Il est conçu avec précision. Ils veulent te faire croire à un accident, quelque chose qui n'éveillera pas de soupçon. À ce moment-là, David Chenot entra dans le bureau. Il lança à Jacques un regard curieux, professionnel, avant de s'adresser à Étienne. « Monsieur, nous les avons retrouvés. Suzanne et sa fille sont à la gare routière. Elles avaient dit des billets pour un car quittant la région dans 1 heure. » Le sang d'Étienne se glaça. Elle fuyait. Suzanne, sa gouvernante discrète, cherchait à quitter Paris avec sa fille. L'affaire était bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. « Amenez-les ici, tout de suite », ordonna-t-il. « Utilisez un véhicule discret. Personne ne doit les voir entrer ni sortir. » Et David, ajouta Jacques d'une voix basse, mais d'une autorité indiscutable. « Faites fouiller leurs bagages avec soin. Voyez si elles ne transportent pas quelque chose qu'elles ne devraient pas. » David acquiesça, son respect professionnel pour l'inconnu se lisant dans ses yeux. Il avait compris le sous-texte. Fuyaient-elles ou avaient-elles été contraintes de partir? Le poids de la situation était accablant. Étienne avait la sensation d'être devenu passager de sa propre vie, les événements se déchaînant autour de lui avec une effroyable vitesse. Jacques, au contraire, restait une figure de calme. Il se déplaçait dans le bureau, examinant les dispositifs de sécurité, les points d'entrée, les lignes de vue. Un prédateur cartographiant son territoire, les sens en alerte à la moindre menace. Enfin, David revint. « Elles sont là, monsieur, dans une salle sécurisée, au sous-sol. »« Et leurs bagages ?» demanda Jacques. « Propres, » répondit David. « Juste des vêtements et quelques effets personnels. Mais la petite, Émilie, elle s'accrochait à ceci. » Il leva un petit ours en peluche usé. Elle refusait de le lâcher. Jacques prit l'ours, ses grandes mains étonnamment délicates. Il l'examina un instant, ses doigts sondant la couture. Puis, d'un geste sec, il ouvrit un compartiment dissimulé dans le dos du jouet. À l'intérieur, un minuscule dispositif électronique, un micro-espion pas plus gros qu'un ongle. Le silence fut assourdissant. Les implications étaient terribles. Non seulement quelqu'un espionnait Étienne, mais il avait utilisé une fillette innocente comme pion malgré elle. « Elles ne faisaient pas que fuir », dit Jacques d'une voix sombre. Elles étaient suivies. Étienne sentit une fureur glaciale monter en lui. Il ne s'agissait plus seulement d'une rivalité d'affaires. C'était une cruauté, une manipulation d'un niveau qu'il n'avait jamais rencontré. Exploiter un enfant de cette manière était monstrueux. « Je dois lui parler », dit-il, la voix tendue par un mélange de colère et d'inquiétude. Seul, il retrouva Émilie et sa mère dans une petite pièce sans fenêtre, recroquevillées sur un canapé. Le visage de Suzanne était livide, ses yeux rougis par les larmes. Émilie n'était qu'une silhouette tremblante, serrant sa mère de toutes ses forces. Étienne s'agenouilla devant elle, sa voix douce. « Émilie, je ne suis pas fâché. J'ai seulement besoin que tu me dises ce qui s'est passé. Tu as été très courageuse de me donner ce billet. Tu as bien fait. » La fillette regarda sa mère, qui acquiesça d'un signe hésitant. La suite traduite et adaptée en français, avec les noms français et les détails déjà établis, présentés en paragraphes plus longs. Je ne descends à la ligne qu'à la fin de chaque idée principale, et j'utilise pour les citations. Son esprit parcourait à toute vitesse les possibilités. Qui pouvait avoir accès à sa vie, à son domicile, à son emploi du temps, au point de tendre un piège aussi intime? Le cercle de confiance qu'il avait bâti autour de lui était restreint, renforcé par des couches de sécurité et des serments de loyauté. Et pourtant la note suggérait une brèche, un serpent tapi dans son jardin doré. Sa ligne privée vibra, le faisant sursauter. Il saisit le téléphone. « Oui, je suis là », dit la voix rude, entendue plus tôt. « Entrée de service,
Niveau sous-sol. J'arrive, répondit Étienne, une vague de soulagement le traversant. Il prit l'ascenseur privé, capsule d'acier silencieuse qui descendit dans les entrailles de l'immeuble. L'homme qui l'attendait était l'antithèse du monde poli et brillant d'Étienne, de taille et d'allure moyenne, au visage facilement oubliable. Le genre qu'on ne remarque pas dans une foule. Il s'appelait Jacques et avait été jadis l'agent de confiance du général Henri Laurent, une ombre qui se déplaçait sans laisser de traces. Après la mort du général, Jacques s'était volatilisé, retournant se fondre dans l'obscurité d'où il venait. « Jacques », dit Étienne en lui serrant la main. La poigne de Jacques était ferme, ses yeux aiguisés et évaluateurs, ne laissant rien échapper. « Tu lui ressembles quand il est inquiet », lança Étienne d'une voix grave. « Quelle est la situation ?» En remontant vers le bureau, Étienne expliqua tout, le billet, le gala, le soupçon tenace qu'un proche orchestra sa chute. Jacques écouta sans interrompre, son expression impénétrable. Puis il se dirigea vers la fenêtre, balaya du regard le panorama parisien et murmura. Un avertissement d'enfant, le plus vieux stratagème. Personne ne soupçonne l'enfant. Ils sont invisibles, leurs paroles rejetées comme des fantaisies. Il ajouta. Ce piège n'est pas brutal, il est chirurgical. Ils veulent qu'on croie à un accident, quelque chose qui n'éveillera pas de soupçons. À cet instant, David Chenot entra dans le bureau, lança à Jacques un regard professionnel, puis s'adressa à Étienne. « Monsieur, nous les avons retrouvés. Suzanne et sa fille sont à la gare routière. Elles avaient des billets pour un car qui part dans 1 heure. » Le sang d'Étienne se glaça. Elle fuyait. Suzanne, sa gouvernante discrète, tentait de quitter Paris avec sa fille. L'affaire était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. « Amenez-les ici tout de suite », ordonna-t-il. « Un véhicule discret. Personne ne doit les voir entrer ou sortir. » « Et David, » ajouta Jacques d'une voix basse, mais pleine d'autorité, « faites fouiller leurs bagages avec soin. Vérifiez s'ils ne transportent pas quelque chose d'interdit. » David acquiesça, comprenant le sous-texte. Fuyait-elle ou était-elle contrainte de partir? Le poids de la situation écrasait Étienne. Il se sentait devenu spectateur de sa propre vie alors que les événements prenaient une accélération terrifiante. Jacques, en revanche, demeurait calme. Il parcourait la pièce, examinait les dispositifs de sécurité, les points d'entrée et les lignes de vue, comme un prédateur cartographiant son territoire, laissant en alerte au moindre indice de danger. David revint enfin. « Elles sont là, monsieur, dans une salle sécurisée au sous-sol. »« Et leurs bagages ?» demanda Jacques. « Propre, » répondit David. « Juste des vêtements et quelques effets personnels. » Mais la petite, Émilie, elle serrait ceci. Il brandit un petit ours en peluche usé que la fillette refusait de lâcher. Jacques prit l'ours, ses grandes mains étonnamment délicates, l'examina, puis d'un geste précis, ouvrit un compartiment dissimulé dans le dos du jouet. À l'intérieur, un minuscule dispositif électronique, un micro-espion pas plus gros qu'un ongle. Le silence qui suivit fut assourdissant, tant les implications étaient terrifiantes. Non seulement quelqu'un espionnait Étienne, mais il avait instrumentalisé une enfant innocente comme pion involontaire. Elles ne fuyaient pas seulement, dit Jacques d'une voix sombre. Elles étaient suivies. Une colère glaciale submergea Étienne. Il ne s'agissait plus d'une rivalité d'affaires, mais d'une cruauté et d'une manipulation d'un niveau inédit. Une monstruosité consistant à utiliser un enfant de la sorte. « Je dois lui parler, » dit-il, la voix serrée par un mélange de colère et d'inquiétude. Seul, il trouva Émilie et sa mère dans une petite pièce sans fenêtre, blottie sur un canapé. Suzanne avait le visage pâle, les yeux rouges de larmes, et Émilie n'était qu'une frêle silhouette tremblante, serrant sa mère contre elle. Étienne s'agenouilla devant elle, sa voix adoucie. « Émilie,
je ne suis pas fâché. Dis-moi simplement ce qui s'est passé. Tu as été très courageuse de me donner ce billet. Tu as fait la bonne chose. » La fillette regarda sa mère, qui hocha la tête, hésitante. Jacques acheva pour lui. Héritage, jalousie, avidité, ce sont les plus vieux motifs du monde. Il fixa Étienne d'un regard direct et inébranlable. Ton grand-père disait toujours, « Tu ne choisis pas ta famille, mais tu choisis ceux en qui tu as confiance. Ce soir, ne fais confiance qu'à moi et à Chenot. » David Chenot était déjà au musée, coordonnant son équipe. Il avait doublé le dispositif de sécurité, mais avec une efficacité discrète, sans rien qui puisse éveiller les soupçons. Ces hommes étaient des fantômes, se fondant dans la foule de serveurs, de voituriers et d'employés du musée, à la recherche du visage qui détonnait, du geste déplacé, de l'ombre tapie dans un coin. Lorsque leur voiture s'arrêta devant l'entrée monumentale, une horde de photographes et de journalistes se rua sur eux, les flashs éclatant comme des éclairs. Étienne descendit du véhicule, forçant un sourire fragile, presque étranger à son visage. Il jouait un rôle, celui du milliardaire bienveillant, le fils préféré de la capitale. Mais sous ce masque, ses sens étaient en alerte, chaque nerf criant un instinct primal de survie. Jacques sortit de l'autre côté, silhouette anodine dans un costume sobre et bien taillé, l'image même de l'associé qu'on oublie aussitôt, ce qui était exactement le but. Tandis qu'Étienne attirait les regards, Jacques balayait déjà les toits, les fenêtres des immeubles voisins, les visages de la foule. Le gala battait son plein. La nouvelle aile du musée, cathédrale de verre et de marbre, résonnait des rires et du tintement des coupes de champagne. Pour l'élite rassemblée, politiques, mécènes, artistes, ce n'était qu'une soirée festive de plus. Pour Étienne, c'était un champ de bataille. Il aperçut sa sœur Éléonore au centre d'un cercle d'admirateurs, belle, élégante, rayonnant d'une grâce assurée. À ses côtés se tenait son mari, Richard, sourire poli comme ses chaussures lustrées, toujours trop empressé, trop ambitieux, et dont les flatteries masquaient mal un fond de ressentiment. Puis ses yeux tombèrent sur son frère Robert, accoudé au bar, un verre de whisky à moitié plein à la main. Le mouton noir de la famille, ballotté par les mauvaises décisions et l'auto-apitoiement, était convaincu qu'Étienne lui avait volé la réussite qui aurait dû être sienne. En progressant dans la salle, serrant des mains et échangeant des banalités, Étienne sentait leur regard sur lui, l'évaluation froide d'Éléonore, le sourire trop large de Richard, la haine sombre de Robert. N'importe lequel pouvait être l'architecte de ce cauchemar. Jacques, lui, s'était fondu dans la foule, fantôme au festin. Ses mouvements paraissaient aléatoires, mais le plaçaient toujours avec une ligne de vue dégagée sur Étienne. Gardien silencieux, ombre protectrice dans une salle pleine de menaces potentielles. Étienne s'avança vers sa sœur. « Éléonore, » dit-il en l'embrassant sur la joue, « tu es resplendissante. »« Étienne, mon cher, » susurra-t-elle, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Je commençais à croire que tu n'allais pas venir. Richard et moi parlions justement de ton discours. Nous sommes tellement fiers de toi. »« Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » répondit-il en croisant le regard de Richard. « Étienne, quelle joie !» lança celui-ci, d'une voix tonitruante, lui assénant une tape sur l'épaule un peu trop forte. « Quelle soirée! La ville ne te remerciera jamais assez de ta générosité. Tu es un véritable pilier de la communauté. » Les mots étaient mielleux, mais Étienne en goûtait le poison sous-jacent. Richard avait récemment subi une perte colossale dans un investissement risqué. Un fait qu'Étienne connaissait grâce à ses rapports financiers privés. Un homme désespéré. Et les hommes désespérés font des choses désespérées. Il s'excusa et se dirigea vers le bar, vers Robert. Ce dernier ne se donna même pas la peine d'esquisser un sourire.
eh bien, balbutia-t-il, ses paroles épaisses d'alcool et de mépris. Voilà l'homme de l'heure. Tu viens savourer ta propre magnificence? Robert, dit Étienne d'une voix basse et posée. Ne fais pas ça, pas ce soir. Oh, je ne gâcherai pour rien au monde ta grande fête, ricana Robert. Après tout, je ne suis que le petit frère embarrassant, n'est-ce pas? Le raté, celui qu'il faut tirer d'affaire toutes les 2 semaines. La haine brute et sans filtre dans ses yeux frappa Étienne comme un coup physique. Robert était noyé dans les dettes, sa vie un chaos de son propre fait. Il rejetait la faute sur son frère, ses échecs, son absence d'ambition. Il n'avait plus rien à perdre, et cela le rendait dangereux. Alors qu'il se détournait de son frère, un serveur s'approcha de lui avec un plateau d'argent, lui proposant une coupe de champagne. Étienne allait la prendre lorsqu'il aperçut, de l'autre côté de la salle, un léger mouvement de tête de Jacques, imperceptible pour quiconque d'autre, alors même qu'il semblait plongé dans une conversation. Étienne comprit aussitôt. « Non, merci, dit-il au serveur. Je dois bientôt prononcer un discours. Je préfère garder les idées claires. » Le serveur hocha la tête et s'éloigna, mais Étienne n'avait pas manqué le bref éclat dans ses yeux. Déception? Agacement? Cela disparut en un instant, mais il l'avait vu et grava mentalement son visage. Sa montre vibra, signal préétabli de Jacques. Étienne se dirigea vers une alcôve discrète où l'attendait son vieil allié. « Le serveur, murmura Jacques, il fait partie d'eux. Il a essayé de servir ce verre à 3 autres personnes avant toi. Tous ont refusé. Il s'impatientait. La boisson est le vecteur. »« Du poison ?» demanda Étienne, le ventre noué. « Quelque chose de plus subtil, » répondit Jacques. « Un composé rapide, non détectable, qui provoquerait une crise cardiaque foudroyante en quelques minutes. Aux yeux de tous, cela paraîtrait naturel. Le stress, ton âge, un malaise pendant ton discours. L'autopsie conclurait à un arrêt cardiaque. Affaire classée. La simplicité glaciale du plan était terrifiante. Un meurtre propre, silencieux, exécuté au milieu de témoins qui n'auraient rien remarqué. « Nous devons savoir pour qui il travaille, » gronda Étienne, la voix chargée d'une fureur contenue. « Les hommes de David le suivent déjà, » assura Jacques. « Ils verront à qui il rendait compte. Mais toi, tu as encore un rôle à jouer. Tu dois monter sur scène et prononcer ton discours. Tu dois agir comme si de rien n'était. Le cerveau de ce complot sera là. Il doit croire que son plan est intact. » L'idée de se tenir devant la foule, de sourire et de parler d'espoir et de philanthropie, tout en sachant que quelqu'un dans la salle souhaitait sa mort, était presque insupportable. Mais Étienne savait que Jacques avait raison. Il fallait aller jusqu'au bout, attirer le serpent hors de son trou. Il consulta sa montre, presque l'heure. Il inspira profondément, se préparant à la performance de sa vie. Il n'était plus seulement un homme d'affaires, il était devenu un soldat, comme son grand-père, et il marchait au cœur de la bataille. « Allons-y, » dit-il d'une voix ferme, sa résolution aussi dure que l'acier. Le spectacle commence. Alors qu'il s'avançait vers l'estrade, les applaudissements de la foule l'enveloppant, il revit le visage d'Émilie dans son esprit. Son courage, son geste simple de bravoure, lui avaient offert une chance de survivre. Il ne la trahirait pas. Il ne laisserait pas gagner les monstres qui l'avaient utilisés. Il les démasquerait et il les ferait payer. Le piège était tendu, mais le chasseur devenait la proie. La véritable partie commençait. Les projecteurs chauffaient à son visage, contraste cruel avec le froid qui lui glaçait les os. Debout au pupitre, il voyait une mer de visages tournés vers lui, mélange d'admiration et d'attente. Il les distinguait tous, les chefs d'entreprise, les politiques, les artistes, les mondains.
Et quelque part dans cette foule étincelante, un prédateur le guettait, attendant sa chute, son effondrement, sa mort. Il entama son discours, la voix ferme et posée résonnant dans la grande salle. Il parla d'avenir, du potentiel de la capitale, de l'importance de rendre à la société. Les mots étaient familiers, un texte répété des dizaines de fois. Mais ce soir, il sonnait creux, masque fragile sur le chaos intérieur qui le rongeait. Chaque phrase lui rappelait le danger, tapi sous la surface brillante de cette soirée mondaine. Ses yeux balayèrent la salle et s'attardèrent un instant sur sa famille. Éléonore et Richard, assis à une table d'honneur, image parfaite d'un couple uni et fier. Richard opinait avec sérieux, feignant l'admiration. Éléonore souriait avec douceur, presque maternelle, un masque qui fit frissonner Étienne. Était-ce une façade? Une mise en scène familiale couvrant un complot meurtrier? Son regard trouva Robert, toujours au bar, rivé à son verre, visage marqué par le ressentiment et le dégoût de soi. Robert était une épave, mais un meurtrier? Étienne l'avait toujours cru faible. Et si, en réalité, il confondait faiblesse et noirceur? Tout en parlant, il sentait la présence rassurante de Jacques, immobile près d'une sortie latérale, statue de vigilance dans le tumulte du gala. Jacques ne fixait pas Étienne. Il observait la foule, ses yeux ne manquant aucun détail. Du coin de l'œil, Étienne aperçut de nouveau le serveur. L'homme traversait la salle, son plateau d'argent désormais vide. Il essayait d'avoir l'air anodin, mais une tension contenue, une urgence subtile trahissait son anxiété. Les hommes de David le suivaient, leurs gestes si fluides, si naturels, qu'Étienne lui-même, qui connaissait leur présence, peinait à les repérer. Son discours atteignit alors son apogée. Il évoqua son grand-père, l'héritage de service et d'honneur qu'il avait reçu. Mon grand-père a combattu pour son pays sur les champs de bataille d'une guerre lointaine, dit-il, sa voix vibrant d'une conviction qu'il ne ressentait pas. Il m'a appris que les plus grandes batailles ne se mènent pas avec des armes, mais avec du courage, de l'intégrité et la volonté de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. En prononçant ces mots, il pensa à Émilie, cette petite fille effrayée qui avait montré plus de courage que quiconque dans cette salle. C'était pour elle qu'il se battait désormais, pour une vie innocente prise dans cette toile de mensonges. Il termina son discours sous un tonnerre d'applaudissements. Il sourit, salua la foule et quitta l'estrade, l'adrénaline battant dans ses veines. La première étape du plan était réussie. Il n'avait montré ni peur ni soupçon, il avait joué son rôle. Il était temps de passer à l'acte suivant. Aussitôt, il fut encerclé par une vague de félicitations et de poignées de main. Il navigua dans la foule avec une aisance calculée, l'esprit ailleurs, guettant le signal qui annoncerait que le piège allait se refermer. Il aperçut encore le serveur, cette fois près de l'entrée des collections privées du musée, une zone interdite aux invités. L'homme jeta un regard nerveux par-dessus son épaule avant de s'éclipser par une porte de service. Un des agents de David, déguisé en garde du musée, le suivit immédiatement. Quelques minutes plus tard, la montre d'Étienne vibra. Un mot, envoyé par Jacques, maintenant. Étienne s'excusa auprès de ses convives, prétextant avoir besoin d'air frais, et gagna une terrasse isolée. La fraîcheur de la nuit lui parut un soulagement après l'étouffante chaleur du gala. Dans l'ombre, Jacques l'attendait. « Le serveur a passé un appel, » dit-il d'une voix basse et urgente. « À un téléphone jetable. Nous avons localisé le signal. Il vient de l'intérieur du musée. »« À qui a-t-il parlé ?» demanda Étienne, le cœur battant. « On ne sait pas encore. » L'appel était bref, 2 mots seulement. Il sait. Le sang d'Étienne se glaça. Le plan était compromis. Le cerveau de l'opération savait qu'il était au courant du piège.
La partie venait de changer. Ils n'étaient plus les chasseurs, mais la proie. « Où est le serveur » demanda-t-il. Les hommes de David l'ont. Ils l'emmènent dans un endroit sûr pour un entretien. Le ton de Jacques ne laissait aucun doute sur la nature de cet entretien. Mais le vrai problème, c'est celui qui l'a appelé. Il est ici, dans ce musée, et désormais, il est désespéré. Un ennemi désespéré est un ennemi dangereux. Le plan soigneusement élaboré venait d'éclater, remplacé par un chaos imprévisible. Le tueur allait devoir improviser, et cela le rendait encore plus menaçant. « Quelle est la suite » demanda Étienne, sa confiance en Jacques absolue. « Nous devons te faire sortir d'ici » répondit Jacques. « Mais pas par la grande porte, c'est exactement ce qu'ils attendent. Nous utiliserons les couloirs de service. Mes hommes ont déjà dégagé un passage. » À peine avait-il fini de parler que la sirène d'alarme incendie retentit, stridente, transperçant la nuit. La panique se répandit aussitôt dans la salle du gala. Les invités, visages figés de peur et de confusion, se ruèrent vers les sorties. « C'est une diversion », dit calmement Jacques au milieu du chaos. « Ils veulent couvrir leur fuite à eau. » Il plissa les yeux, créer une ouverture pour t'atteindre dans la cohue. Soudain, les lumières s'éteignirent, plongeant le musée dans une obscurité terrifiante, seulement brisée par les flashs des lumières de secours. Les cris des invités s'amplifièrent, vagues de panique pure. Jacques agrippa le bras d'Étienne, sa poigne d'acier. « Par ici » dit-il, le tirant vers un coin sombre de la terrasse. Et reste accroupi. Ils se déplacèrent dans l'ombre, deux silhouettes furtives dans un monde devenu fou. Le chaos devenait leur couverture, un bouclier contre l'ennemi invisible qui les traquait désormais dans l'obscurité. Étienne entendait le battement frénétique de son propre cœur, tambour paniqué dans la symphonie du désordre. Son grand-père avait connu des embuscades sur des champs de bataille lointains, face à des ennemis visibles en uniforme. Étienne affrontait un ennemi qui portait le visage d'un ami, d'un membre de sa famille, d'un associé de confiance. Un ennemi qui lui avait souri, serré la main, souhaité bonne chance, tout en complotant sa mort. Tandis qu'il s'enfonçait dans le dédale des couloirs de service du musée, guidé seulement par la faible lueur du téléphone de Jacques, Étienne comprit une chose avec certitude. La nuit était loin d'être terminée, et, avant l'aube, il se retrouverait face à face avec celui qui voulait sa mort. Le piège s'était refermé, non sur lui, mais sur le tueur. Le musée était devenu une cage, et un seul d'entre eux en sortirait vivant. Les tunnels de service formaient un labyrinthe désorientant de béton et de tuyaux. Un monde souterrain, caché sous la façade polie du musée. L'air y était épais, chargé de poussière et d'humidité, en contraste brutal avec les parfums légers du gala. Les seuls sons étaient leur souffle saccadé et les cris étouffés de la foule paniquée au-dessus d'eux. Chaque ombre semblait abriter une menace. Chaque goutte d'eau tombant d'un tuyau, chaque écho dans l'obscurité faisait battre le cœur plus fort. « Ils auront couvert les sorties principales » dit Jacques, sa voix grave et régulière résonnant dans le noir oppressant. « Mais ils ne s'attendront pas à ce que nous descendions plus bas. Il existe un conduit qui rejoint l'ancien réseau d'égouts de la ville. C'est notre meilleure issue. » Étienne acquiesça, ses yeux luttant pour s'habituer à la pénombre. Lui, l'homme habitué à contrôler chaque détail, à naviguer dans le monde depuis une position de puissance, n'était plus qu'un fugitif dans sa propre ville, sa vie entre les mains d'un homme qu'il connaissait à peine. Pourtant, il faisait une confiance absolue à Jacques. Il émanait de lui une compétence tranquille, une assurance forgée dans les dangers réels du terrain, loin des conflits aseptisés des conseils d'administration. Ils avancèrent en silence, ce qui sembla durer une éternité, leur chemin éclairé par le faisceau étroit du téléphone. L'esprit d'Étienne bouillonnait de soupçons et de trahison.
Il revoyait le sourire serein de sa sœur, l'enthousiasme excessif de son beau-frère, la haine brute de son frère. Chacun d'eux pouvait être le visage de ce cauchemar. Cette pensée était un poignard dans son cœur, une trahison plus douloureuse que n'importe quelle menace physique. Soudain, Jacques s'arrêta net et tira Étienne contre le mur froid et humide. Il leva un doigt à ses lèvres, pencha la tête et écouta. Étienne retint son souffle, s'efforçant d'entendre ce que Jacques avait perçu. Puis il l'entendit, un léger raclement devant eux dans le tunnel. Le bruit d'un pas, hésitant, furtif, mais indéniablement humain. Quelqu'un se trouvait là, dans les tunnels avec eux. Jacques éteignit son téléphone, les plongeant dans une obscurité suffocante. Le bruit se rapprochait. Le cœur d'Étienne battait à tout rompre. C'était le moment attendu, celui où l'ennemi sans visage allait enfin se révéler. Il sentit Jacques se tendre à ses côtés, prêt à bondir comme un ressort comprimé. L'air vibrait d'une tension mortelle. Les pas s'arrêtèrent à quelques mètres à peine. Étienne perçut une respiration, le froissement de vêtements. L'inconnu était si proche qu'il aurait pu le toucher. Chaque seconde s'étirait en une éternité. L'esprit d'Étienne s'emballait. Était-ce Richard, son beau-frère, dont l'ambition avait tourné en rage meurtrière? Robert, son frère, enfin brisé par une vie de rancune? Ou un simple pion dans un jeu plus vaste, un tueur à gages envoyé pour terminer le travail? Un nouveau son déchira le silence, le cliquetis sec du chien d'un pistolet qu'on armait. Le bruit résonna dans l'espace confiné, terrifiant. Au moment même où l'assaillant invisible s'apprêtait à agir, Jacques passa à l'action. Il se mouva avec une rapidité et une précision stupéfiantes pour un homme de son âge. L'obscurité fut déchirée par un enchaînement de gestes, un grognement de surprise, puis un choc sourd. Un corps s'effondrait sur le sol de béton. Le silence retomba. Jacques ralluma son téléphone. Un homme gisait inconscient, un revolver à quelques centimètres de sa main. Étienne ne le reconnut pas. Il portait un uniforme tactique sombre, semblable à celui d'une équipe de sécurité professionnelle, mais ce n'était pas un des hommes de David. Jacques fouilla rapidement l'homme, ses gestes précis et entraînés. Il trouva un portefeuille, un trousseau de clés et une petite radio cryptée. « C'est un professionnel », dit Jacques d'un ton grave. « De la main-d'œuvre achetée, pas notre cerveau. » Il pressa le bouton d'émission de la radio. Une voix grésilla, froide et déformée. « Rapport. Est-ce terminé ?» Jacques ne répondit pas. Il écrasa la radio sous son talon, le craquement du plastique résonnant dans le tunnel. « Ils deviennent désespérés, dit-il en fixant Étienne. Ils ont envoyé un nettoyeur pour finir le travail. Ça veut dire qu'ils perdent le contrôle, et cela les rend encore plus dangereux. Ils laissèrent l'homme inconscient dans l'obscurité et reprirent leur route, la sensation d'urgence plus palpable que jamais. Ils n'évitèrent plus seulement une menace. Ils étaient activement traqués. Ils atteignirent enfin la sous-salle, vaste espace cavernicole rempli des reliques oubliées du musée. Caisses couvertes de poussière et statues drapées semblaient des sentinelles silencieuses dans la pénombre. Dans un coin, une grande grille de fer était encastrée dans le sol. « La conduite pluviale », dit Jacques en l'écartant avec un pied de biche qu'il avait récupéré dans une caisse d'outils proche. « Elle nous conduira à quelques pâtés de maison où les hommes de David pourront nous récupérer. » Alors qu'Étienne s'apprêtait à descendre, son téléphone vibra. Un message de David. « Nous avons le serveur. Il parle. Le poison a été fourni par une société écran. On traque maintenant la propriété. Mais il y a autre chose. L'alarme incendie. Ce n'était pas qu'une diversion, c'était un déclencheur. » Étienne répondit. « Un déclencheur de quoi ?» La réponse arriva quelques secondes plus tard, et les mots lui glacèrent le sang. « Du C4 »
Quel C4 tapa-t-il, les mains tremblantes. Des explosifs ont été placés dans les fondations de la nouvelle aile. L'aile où vous êtes. Tout est piégé pour sauter. L'alarme devait être le déclencheur, mais elle a apparemment mal fonctionné. Il y a un déclencheur secondaire, un détonateur à distance, et la personne qui le possède est encore à l'intérieur du musée. Étienne regarda Jacques, le visage pâle à la lueur du téléphone. « Ce n'est pas seulement moi », souffla-t-il horrifié. « Ils veulent faire s'effondrer tout le bâtiment. » L'échelle monstrueuse du plan était presque incompréhensible. Ce n'était plus un assassinat ciblé, mais un acte de massacre. Les centaines d'invités, le personnel, les secours, tout cela n'était que dégâts collatéraux dans un jeu si tordu et si malfaisant qu'Étienne peinait à l'assimiler. « Qui ?» murmura-t-il, la question pendante comme une sentence. À ce moment, David envoya un nouveau texto. Un seul nom, un nom qui réduisit le monde d'Étienne en 1000 morceaux et ridiculisa tout ce qu'il avait cru savoir de la famille, de la loyauté, de l'amour, Richard, son beau-frère. Et avec ce nom vint une dernière information glaçante. Il n'était pas seul, il est avec Éléonore et ils ont le détonateur. Étienne fixa l'écran, les mots se brouillant dans un brouillard d'incrédulité et d'horreur. Sa sœur, sa propre sœur, cherchait à le tuer, prête à sacrifier des centaines de vies innocentes pour y parvenir. La trahison était si absolue, si profonde, qu'elle frappa comme un coup physique, le laissant sans souffle. Le jeu avait encore une fois changé. Il ne s'agissait plus seulement de survie, mais d'empêcher un massacre. Il regarda la grande ouverture menant à la sécurité, puis se tourna vers le musée sombre et cavernicole, un tombeau en attente. Il ne pouvait pas fuir. Il ne pouvait pas abandonner ces gens à la mort. « Il faut retourner en arrière », dit-il à Jacques, sa voix emplie d'une résolution d'acier qu'il ne se connaissait pas. « Il faut les arrêter. » Jacques le regarda, l'expression indéchiffrable dans la pénombre. Puis un sourire lent et sombre fendit son visage. « Ton grand-père aurait été fier, » dit-il. « Allons chasser des monstres. » Ils tournèrent le dos à la route d'évasion et repartirent au cœur du musée mourant. 2 hommes contre une armée. Leur seule arme, la force de leur conviction et la conscience qu'ils étaient à la dernière ligne de défense entre des centaines d'innocents et une tombe en flammes. Revenir dans la salle, c'était nager à contre-courant d'une vague humaine de peur. Les tunnels de service qui leur avaient servi d'issue devinrent leur chemin de retour vers le danger. Les cris lointains et la sirène assourdissante formaient une rumeur désorientante, bande sonore du cauchemar en cours. L'esprit d'Étienne, habituellement forteresse de logique et de calcul, était désormais un maelstrom d'émotions brutes. La trahison de sa propre sœur était une blessure si intime qu'elle éclipsait la menace physique. « Ils vont vers le toit », dit Jacques, sa voix perçant le vacarme. « C'est le seul point d'extraction viable. Un hélicoptère les attendra. » Il posa la main sur l'épaule d'Étienne, le forçant à le regarder. « Prépare-toi à ce que tu vas voir. Ils n'écouteront pas la raison. Ils ont franchi une ligne d'où il n'y a pas de retour. » Étienne hocha la tête, la mâchoire serrée. Il comprit, la sœur qu'il avait connue, celle qu'il avait protégée et soutenue, n'existait plus. À sa place se tenait un monstre, un inconnu au visage familier. Ils émergèrent des tunnels de service dans la grande salle. Une scène de chaos absolu. Des éclats de verre provenant de coupes de champagne brisées jonchèrent le sol de marbre. Des tables renversées et des chaussures abandonnées parsemaient l'endroit comme les débris d'un naufrage. L'air était saturé de l'odeur âcre de fumée provenant d'un début d'incendie, que les sprinklers tentèrent de contenir en projetant des arcs d'eau, ajoutant encore à la confusion. Les invités restants étaient refoulés vers les sorties par le personnel du musée et les hommes de David. Leur tenue de soirée, élégante quelques instants plus tôt,
étaient maintenant froissés, leurs visages marqués par la panique. Au milieu de ce désordre, Étienne aperçut un passage dégagé menant au grand escalier, le chemin le plus direct vers les étages supérieurs et le toit. Alors qu'il s'y engageait, la voix de David crépita dans l'oreillette de Jacques, qu'il partageait avec Étienne. « Nous avons un visuel. Ils sont au 3e étage, dans l'aile des antiquités. Ils ne montent pas vers le toit, ils se dirigent vers la salle forte. » La salle forte du musée était une installation ultramoderne, conçue pour protéger des artefacts inestimables contre le vol, l'incendie et même une explosion directe. Une forteresse dans la forteresse. « Pourquoi la salle forte ?» demanda Étienne à voix basse. « C'est le bunker parfait », répondit Jacques, reconstituant rapidement le puzzle. « Ils peuvent déclencher les explosifs depuis là et survivre à l'explosion. Quand la poussière retombera, ils seront les seuls survivants, libres de partir avec ce qu'ils y auront caché. » C'était un plan d'une audace sidérante et d'une cruauté glaçante. Il ne cherchait là pas seulement à le tuer, mais à l'effacer, lui, son héritage et tous ceux qui lui étaient associés, tout en assurant leur propre survie. Ils gravirent les marches 2 par 2, contrastant avec la lente progression affolée de la foule. 2 hommes avançant à contre-courant, leur objectif clair et implacable. L'aile des antiquités était étrangement silencieuse. Les alarmes et les cris résonnaient désormais comme un grondement lointain. Les artefacts inestimables des civilisations anciennes reposaient dans leurs vitrines, témoins muets d'un acte barbare moderne. Au bout du couloir, la porte circulaire en acier massif de la salle forte était entr'ouverte. Alors qu'ils approchaient, une silhouette sortit des ombres. Richard. Son visage affichait une rage triomphante. Dans sa main, un petit dispositif noir, le détonateur. « Étienne, » dit-il, sa voix dégoulinant de satisfaction venimeuse. « Je suis tellement heureux que tu sois là pour voir ça. Le grand final de l'héritage des Laurent. » Derrière lui, Éléonore émergea de la salle forte. Son beau visage était tordu par une fureur froide, presque reptilienne. Elle ne le regardait pas comme un frère, mais comme un obstacle, un fardeau qu'il fallait éliminer. « Ça n'avait pas à finir ainsi, Étienne, » dit-elle, la voix dénuée de toute émotion. « Si seulement tu avais été plus généreux, si tu avais donné à Richard ce qu'il méritait. »« Ce qu'il méritait, » répéta Étienne, incrédule. « Je lui ai offert un poste dans ma société, un salaire généreux, une vie de luxe qu'il n'aurait jamais osé rêver. Que pouvait-il vouloir de plus? » « Du respect, » hurla Éléonore, son masque de dignité craquant enfin. « Il voulait être ton égal, pas ton assisté. Tu nous as toujours regardés de haut, avec ta vie parfaite, ta réputation parfaite, l'héritage parfait de ton grand-père. Et ta solution, c'est ça, répliqua Étienne, sa colère égalant la sienne. Assassiner des centaines d'innocents? Détruire l'héritage même que tu prétends convoiter? Richard éclata d'un rire dur et grinçant qui résonna dans le hall silencieux. Héritage? Il n'a jamais été question d'héritage, Étienne. C'est une réinitialisation. Un nouveau départ. Quand ce bâtiment s'effondrera, toutes mes dettes, tous mes échecs disparaîtront sous les gravats. Et avec toi hors jeu, la fortune des Laurent sera à nous. Un nouvel héritage bâti sur les cendres de l'ancien. Il leva le détonateur. C'est fini, Étienne. Tu as perdu. Au même instant, Jacques, qui s'était faufilé le long du couloir en utilisant les vitrines comme couvert, bondit vers Richard, une ombre fulgurante dans la pénombre. Mais Éléonore le surveillait. Elle tira de son sac une petite arme et fit feu. Le coup retentit, comme une explosion dans l'espace clos. Jacques cria, vacilla et s'effondra, une main serrant son épaule ensanglantée. Il était touché, mais pas hors de combat. Richard, surpris un instant, se reprit rapidement
et leva le détonateur, son pouce planant au-dessus du bouton. « Assez joué, gronda-t-il. Mais dans cette fraction de seconde, Étienne réagit. Il saisit une lourde statue de bronze posée sur un piédestal voisin, un buste d'empereur romain, et la lança de toutes ses forces. La sculpture heurta violemment Richard à la poitrine, le projetant en arrière. Le détonateur vola hors de sa main. Le petit dispositif noir glissa sur le marbre poli avant de s'arrêter à quelques mètres de la porte de la salle forte entr'ouverte. Éléonore tira de nouveau, mais son tir se perdit alors qu'Étienne plongeait derrière un grand sarcophage. Le dernier affrontement désespéré venait de commencer. Une danse chaotique et mortelle dans une salle pleine d'histoires endormies. Une bataille pour l'avenir sous le regard silencieux des fantômes du passé. Étienne savait qu'un seul camp sortirait vivant de cette pièce, et il ferait tout pour que ce ne soit pas sa sœur et son mari. Le silence qui suivit le coup de feu résonna comme un vide creux. Accroupi derrière le sarcophage, le cœur battant à rompre ses côtes, Étienne risquait un regard. Éléonore était figée, son pistolet semblant un jouet grotesque entre ses mains. Richard rampait vers le détonateur, son visage déformé par une avidité désespérée. Tandis que Jacques, au sol, luttait contre la douleur, une tache sombre s'élargissant sur son épaule. Étienne comprit qu'il devait forcer la fin de la partie. Il poussa le lourd couvercle du sarcophage qui s'écrasa dans un fracas assourdissant. La diversion fonctionna. Éléonore sursauta et, dans cette fraction de seconde, Étienne chargea non pas sa sœur, mais Richard, qu'il plaqua juste au moment où il atteignait le détonateur. Les deux hommes s'effondrèrent dans une lutte acharnée. Richard, étonnamment fort, combattait avec la rage d'une bête acculée, mais Étienne se battait avec un instinct froid et maîtrisé. Profitant de l'élan de son adversaire, il projeta la tête de Richard contre le sol de marbre. Richard s'affaissa, inerte. Étienne arracha le détonateur. Il l'avait. « C'est fini, Éléonore », haleta-t-il en se relevant, serrant le dispositif dans son poing. Il n'y a plus nulle part où fuir. Pour la première fois, une panique brute se peignit sur le visage de sa sœur. Elle leva son arme, sa main tremblante. « N'approche pas, Étienne, » supplia-t-elle. « Ou quoi ?» lança-t-il en avançant vers elle. « Tu vas tirer sur ton propre frère? L'argent vaut-il vraiment de devenir cela? » « Tu ne comprends pas, » sanglota-t-elle, les larmes creusant des sillons sur ses joues. « Richard, il disait que c'était le seul moyen de prouver ma valeur, de construire quelque chose à nous. » L'aveu, pathétique et faible, fut un coup final, dévastateur. Ce cauchemar entier naissait de son insécurité et de la cupidité manipulatrice de son mari. « Alors tu l'as choisi, lui, » dit Étienne, la voix lourde d'un chagrin presque suffocant. « Tu l'as choisi contre tous. » Soudain, Richard, qui feignait l'inconscience, bondit. Il arracha l'arme des mains d'Éléonore et la pointa vers Étienne. Mais, au lieu de viser son rival, il se plaça derrière Jacques, blessé, et appuya le canon contre sa tempe. « Elle-même » grinça Richard, ses yeux illuminés d'une folie délirante. « Donne-moi le détonateur, Étienne, ou le vieux meurt. » Étienne croisa le regard de Jacques, qui secoua imperceptiblement la tête. « Ne fais pas ça. » Mais il ne pouvait permettre qu'un autre meure à sa place. « Très bien, Richard, » dit-il d'une voix faussement calme. « Tu as gagné. » Il tendit le détonateur. Les yeux de Richard brillèrent d'avidité, tandis qu'il avançait. Mais Étienne fit ce qu'il n'attendait pas. Il n'envoya pas l'appareil, il pressa un bouton sur le côté. Une petite lumière rouge se mit à clignoter. « Il est armé », dit-il d'une voix glaciale. « Mais la télécommande est désactivée. Le seul moyen de le déclencher maintenant, c'est d'appuyer sur ce bouton. Et si je le fais, nous mourrons tous ensemble. » Richard se figea. « Tu bluffes ?» balbutia-t-il. « Vraiment ?» répondit Étienne, avançant,
le pouce suspendu au-dessus du bouton. Tu as franchi toutes les limites ce soir. Tu as utilisé une enfant innocente et tu étais prêt à massacrer des centaines de personnes. Il n'y a pas de retour possible. Je suis prêt à mourir maintenant pour t'empêcher de nuire encore. Le face-à-face était total. La lumière rouge clignotante projetait une lueur infernale sur son visage. Étienne était devenu le soldat que son grand-père avait toujours été, prêt au sacrifice ultime. La tension se rompit. Éléonore, figée jusque-là, vit enfin l'abomination qui était devenue son mari et fit un choix. Dans un cri de désespoir, elle se jeta sur Richard. Le coup de feu partit, se perdant dans la pierre. Richard trébucha, et Jacques, dans un ultime effort héroïque, crocheta ses jambes. Richard s'effondra, sa tête heurtant violemment l'arête d'un piédestal. Un craquement sinistre retentit. Ses yeux restèrent ouverts, vides. C'était fini. Un silence lourd s'abattit, seulement brisé par les sanglots d'Éléonore qui rampaient vers le corps de son mari. C'est alors que David Chenot et ses hommes surgirent, armes au poing. « C'est fini, David », murmura Étienne, la voix rauque. « Tout est fini. » Les semaines qui suivirent ne furent qu'un brouillard. La version officielle fut celle d'un complot terroriste déjoué, un mensonge nécessaire pour protéger le nom des Laurent. Richard en fut présenté comme l'instigateur, Éléonore comme sa victime manipulée. Elle fut envoyée dans une clinique psychiatrique privée, simple coquille vide de la sœur qu'Étienne avait aimée. Jacques se rétablit, refusa toute rémunération, puis disparut de nouveau dans l'ombre. Étienne fut acclamé comme un héros, mais il ne ressentait qu'un grand vide. La trahison avait creusé en lui une plaie profonde. Des mois plus tard, il était assis dans son bureau lorsque sa secrétaire annonça une visite. C'était Émilie, la fille de sa gouvernante, tenant la main de sa mère. Elle n'était plus l'enfant terrorisé de cette nuit-là. Ses yeux brillaient, son sourire timide mais sincère. Elle tendit l'ours en peluche usé qu'il avait fait réparer pour elle. « Merci d'avoir réparé mon ours », dit-elle d'une voix claire et douce. Étienne contempla cette petite fille, dont le simple acte de bravoure, né d'un sens enfantin, mais pur du bien et du mal, lui avait sauvé la vie. Elle avait été le premier domino, la petite lumière qui avait révélé une immense noirceur. À cet instant, il comprit que si le monde comptait des Richard et des Éléonore, il comptait aussi des Émilie. La cicatrice de la trahison de sa famille ne guérirait jamais totalement. Mais le courage d'une fillette de 10 ans avait semé une graine nouvelle à la place, une graine d'espoir. Il reconstruirait et il n'oublierait jamais la petite fille qui lui avait rappelé ce que signifiait réellement être humain. Et c'est ainsi que nous allons conclure cette histoire pour l'instant. Chaque fois que j'en partage une, j'espère que cela vous permet de sortir un instant du quotidien et de vous laisser emporter. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en l'écoutant. Peut-être vous détendre après le travail, sur la route la nuit, ou simplement vous reposer. N'hésitez pas à laisser un mot en commentaire, je les lis vraiment tous. Et si vous voulez être sûr que nous nous recroisions, un j'aime et un abonnement font une grande différence. Nous cherchons toujours à améliorer nos récits, alors n'hésitez pas à partager aussi vos impressions dans la section commentaires. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.